Yaurana Tatou et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Noteaha. Noteaha eita, noteaha eite mar'a. Pourquoi pas, pourquoi ne peut-on pas? Ce sont les premiers mots d'un orero qui a été cité par Aripaya Vahine en 1978. Et aujourd'hui, on peut en parler du orero, bien sûr. Mes invités seront peut-être un peu plus légitimes que moi. Le orero, l'art de déclamer, de faire vibrer avec les mots, de célébrer la culture et la mémoire traditionnelle avec les paroles. Parlons-en avec Veihere Pohue, auteur et parolière, Yarana. Yarana. Herimwana Mamatoi Hutapu, orateur et parolier, Yarana. Irana. Teiva Manoi, donc orateur et artiste, Yarana. Yara. Et enfin, Tuariki John Teai, qui est orateur. Yorana. On va commencer déjà avec toi, Hirimwana. Tu es un symbole de la culture polynésienne. J'ai regardé les 13 minutes de l'émission Hiroa qui était diffusée sur TNTV en 2009. Et on en apprend beaucoup. Par contre, on n'apprend pas forcément comment est-ce que tu as appris le orero. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le orero? En fait, je suis issu quand même d'une famille d'orateurs. Mhm. Mon papa, Makotevane, était considéré comme un des meilleurs orateurs de son époque et lui-même a été formé par de très très grands orateurs, notamment Martial Yors, Terapo, Meapowana, Opa, qui était son oncle, comme Martial Yors, et papa Matarau de Montréal. Donc, qui sont déjà nos... c'est quasiment... Ce sont que des rédits. C'est que des références. Voilà, ce sont des références de ces générations-là, mais ce sont aussi des gens qui ont pris sous leur aile leurs neveux, leurs petits-neveux, leurs motois, et qui l'ont formé à être quelqu'un d'à l'aise dans le... Parce que c'est ça aussi, hein, il s'agit pas de maîtriser la langue, il s'agit de maîtriser le maniement de la langue. C'est un peu ça aussi que veut dire le terme, hein, orero. Korero, c'est aussi manier la langue. Oui, c'est sûr que si on doit comparer avec le français, sujet, verbe, complément, tout le monde sait le faire. Mais par contre, utiliser les mots à bon escient, ça, par contre, c'est tout un art que l'on apprend. Qu'on apprend comment, finalement? Moi, c'est en écoutant un peu aussi les anciens de la famille. Et lorsque j'ai commencé dans Temava en 88, j'étais musicien. Mm-hmm. Et une année, Coco a dit, tu vas aller sur la scène, toi, maintenant. Tu n'as pas le choix, tu le fais. Et puis surtout, à cette époque-là, les groupes étaient pas tout à fait organisés comme aujourd'hui. Il y avait souvent 2 à 3 atira. Souvent 3 d'ailleurs. 2 atira tiatia qui menaient la troupe et un qui faisait la partie orero. Exact. Et donc moi, quand Coco m'a dit, tu vas être atira tiatia, ok, déjà c'était un peu un choc. Et puis 2 ou 3 jours avant le passage sur scène, il me dit il faut que tu fasses les aroha. Okay. Donc d'habitude c'est lui qui le faisait depuis l'orchestre. Et on commence à la répétition, je fais les... Ouais, et puis tout d'un coup il me dit en fait tu vas faire aussi les orero entre chaque tableau. Je dis d'accord, mais qu'est-ce que je dis? Bien, non, prépare-toi, je vais te donner un texte. Et puis finalement, j'ai fait moi-même de mon côté parce que, au dernier moment, il me dit, tiens, voilà un texte. Je dis, mais Coco, là, j'ai pas le temps. Donc, il m'a fait confiance. Et puis, bon, c'est parti comme ça, voilà. Et tu sais quoi, on va développer un petit peu plus après, puisqu'on va faire notre tour de table avec Teiva Manoi, donc Minos, plus connu sur ce nom. Toi aussi, artiste aux multiples casquettes, tu as déclamé sur scène. Comment est-ce que le orero s'est imposé, entre guillemets, dans ta vie? En fait, j'ai vécu avec parce que j'avais des parents qui étaient dans la langue. D'ailleurs, avec Vaihere, ils ont fait connaissance avec ma mère. Ma mère, elle raconte non-stop des histoires. Et tout le temps, je vivais ça avec elle. Mais à l'époque, c'est que quand on était petit, elle nous parlait on conversait en tahitien, que en tahitien. Bon, vous imaginez que mes périodes scolaires, élémentaires, même jusqu'à collège, ça a été difficile parce qu'on parlait que en le tahitien. Alors, ça m'aidait pas beaucoup dans le français. Et mon père était, au début,
Oromito Protani, pasteur protestant. Et ensuite, il est devenu Tiatono. Et après, on a changé de confession. Et ça a continué encore avec ça. Et mes deux parents ont commencé déjà à me partager le goût de la parole. De la langue. De la langue, surtout. La langue, ça y est, on le vit avec. On est né avec. Et ils avaient une façon d'employer des phrases. Ils avaient des phrasés à eux, propres à eux, uniques. C'est vraiment d'époque de old school. Et parce qu'aujourd'hui, c'est devenu trop courant. Et des fois, les phrases, on n'arrive pas à placer comme les leurs. Et d'ailleurs, la technique de old school, c'était un peu les techniques qu'on utilise aujourd'hui dans le orero. Ah, comme on parle de vieux français, on parle de vieux tahitien. Vieux tahitien. Mais on va parler de nouveau, entre guillemets, tahitien, avec surtout le côté académique. Donc là, je me tourne plutôt vers toi, Veihire. De ton côté, comment est-ce que tu as été poussé vers cet essai universitaire sur le orero? Comment est-ce que ça a commencé? Alors, j'ai effectué des études de lettres modernes, pour préciser. Donc, je suis professeur de français. On pense que je suis professeur de tahitien, pas du tout. Mais par contre, voilà, j'ai évolué dans la culture polynésienne. J'étais artiste aussi, comme toutes les personnes qui sont ici sur ce plateau. Et donc, comment j'ai été amenée à écrire cet essai en 2002? J'étais étudiante en licence de lettres modernes. Et mon professeur se disait que vu que j'avais donc une double casquette, plus ou moins, que c'était intéressant de pouvoir écrire sur une particularité ou une discipline ou un art traditionnel polynésien. Et donc, il m'a juste demandé de produire un essai sur n'importe quelle discipline. Et j'avais choisi le orero, étonnamment, puisque je dansais déjà à l'époque. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi le orero. C'était un peu pour aller en profondeur, analyser cet art que je ne maîtrisais pas. Et si on a déjà beaucoup entendu parler de vous et on entend encore parler de vous, il y en a un qui commence petit à petit à se faire remarquer et qu'on entendra encore pendant plusieurs années. Il s'agit de toi, Tuariki, donc le fameux successeur de John Merey. On connaît bien cette fameuse histoire où ça a commencé avec un simple appel. Rappelle-le-nous rapidement. Alors en fait, John, en 2017, il avait écrit Nuna Ehau, qui avait été présenté au Heiva. Et quand c'est repassé en diffusion, quand ça a été diffusé à la télé, ben, j'ai revu ça, j'ai dit, maman, enregistre-moi ça. Et en une semaine, sans que personne ne sache, j'ai appris le orero par cœur. Et après, ben, j'ai déclamé devant toute la famille. Ma grand-mère a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on l'envoie chez son arrière-grand-mère. Et ben, c'est comme ça que ça a commencé. Mon arrière-grand-mère a dit, ben, fais le orero. Je fais, et son premier réflexe, téléphone, John. Johnny, écoute, j'ai mon hina devant moi, il vient de me faire quelque chose d'extraordinaire et il me dit que c'est toi l'auteur. Écoute. Ben, j'ai fait et John, il a dit, écoute, normalement, je ne peux pas le prendre parce qu'il a que 7 ans et demi. Ouais. Je ne peux pas le prendre parce que moi, je prends qu'à partir de 15 ans. Mais écoute, les rentrées de août sont telle date, venez. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tout a commencé. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que c'est pas tout le monde, c'est pas n'importe quel gamin de 7 ans qui va se dire tiens, je veux apprendre ce orero par cœur. Donc aujourd'hui, et je me tourne vers toi, Veihire, comment est-ce que l'orero, qui est un art vivant, comment est-ce qu'on peut le qualifier de pertinent alors que finalement, il n'y a pas tant d'orateurs que ça? Alors, il faut se dire que le orero, à la base, c'est l'expression, c'est l'art par excellence du discours et que l'espace océanien véhiculait son savoir grâce au discours finalement, qui était tenu par les prêtres ou par les hairepo, les orateurs, les messagers des hari, et voilà, les messagers des chefs. Et donc, il fallait, le discours est un art vraiment par excellence pour notre peuple. Et je pense que de par cette caractéristique-là, le orero ne doit pas mourir. C'est vrai, les écrits restent, mais à la base, la transmission du savoir s'est faite oralement. Et on a été un peuple d'oralité à la base. Et c'est vrai que j'ai sorti des phrases au tout début de l'émission qui datent de 1978, donc d'un orero de Haripaya Vahine. Je vois que tu veux réagir, Raymond. Oui, deux choses. D'abord, sur Tuariki, c'est pas non plus quelqu'un qui est sorti comme ça. Voilà. Faut rappeler peut-être que son arrière-grand-mère, c'est Iris Tei, qui a été quand même membre du jury du Tiurei et du Heiva pendant des années et des années.
Son grand-père, c'est Francis Tay. Donc, c'est pas non plus... voilà. Ça coule de source, C'est finalement. ça coule de source. Il a aussi un peu... Un bagage. dans sa famille, un environnement qui Ouais. a fait... et c'est bien, c'est très bien, hein, au contraire. Donc, il faut aussi peut-être dire que les oreros, à l'époque, c'était une fonction essentielle dans la société traditionnelle jusqu'à Pomare 4, Pomare 5, le orero, le Uhaparau aussi de Pomare 4 était un des plus grands orateurs connus et reconnus Mare. Donc c'était aussi, c'était pas donné à tout le monde. Hein, il y avait vraiment des spécialistes, ceux qui faisaient, qui portaient la parole des RI, ceux qui faisaient, qui portaient la parole des Taoua, ceux qui portaient la parole des, comment dirais-je, c'était des spécialistes, hein, des Taoua Orero, on les appelait comme ça, des Taoua Orero. Et c'était pas n'importe qui pouvait aussi prendre la parole, notamment en réunion publique, hein. Justement, dans l'interview que j'ai pu voir de toi en 2009, tu dis que il faut une maîtrise de la langue plus que la moyenne. On ne peut pas utiliser un langage courant en tahitien. Ça veut dire que finalement, le orero n'est pas forcément accessible à tous. Alors, je vais peut-être moduler quand même un peu aujourd'hui ces propos parce que ce que je disais à l'époque, c'est que souvent, quand je parlais de maîtrise de la langue, c'est notamment sur la prononciation des mots et sur les intonations. D'accord. Donc, je voulais juste préciser ça. Après, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a aussi, on en parlait aussi avec John, des gens qui sont un peu, j'aime pas trop l'expression, mais c'était ce que John avait dit, un peu des singes savants. On leur donne un texte qu'on leur fait apprendre par cœur et qu'ils vont répéter avec excellence, avec tout ce qu'on veut. Or, souvent, quand je pense que avec Minos, c'est un peu pareil, c'est aussi l'art à un moment donné de sortir du orero. L'art du orero, c'est aussi de prendre un événement pendant que l'on est en train de déclamer, pendant la prestation, et de rebondir dessus. C'est là où la maîtrise de la langue est importante. C'est de pouvoir réciter, certes, un paripari-fénois, de réciter une généalogie, de réciter, parce qu'il y a aussi plusieurs types de orero, de réciter un patau ou un taou, peu importe. Mais à un moment donné, les très bons oreros, c'est ceux qui vont pouvoir sortir de ça et improviser tout en donnant l'impression qu'on est toujours dans le orero. Justement, j'aimerais bien me tourner vers toi, Minos, pour avoir ton avis sur ce que vient de dire Hermos. C'est tout à fait ça. Pour la maîtrise du orero, il n'est pas donné à tout le monde, ça c'est vrai. Et c'est vrai que quand il parlait de quelque chose, par exemple dans un thème où on parle des paripari qui sont déjà créés, dans une récitation, tu peux le réciter comme ça, mais pour un orero, il faut qu'il soit capable de sortir de la récitation pour développer différemment avec des paroles plus, on dira, subliminales. Je veux dire, des paroles adaptées au contexte. Oui, adaptées au contexte. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à ce niveau-là. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est possible pour cette jeunesse qui arrive. Hein. Moi, je trouve qu'il faut juste qu'ils soient ouverts d'esprit dans des compréhensions incomprises. Donc, partons du principe que des compréhensions incomprises. Partons du principe ça que... fait un peu une digression. Il fait du orero en français. Un spirit. Devinette. Non, mais pardon, juste... Vas-y, Remona. Là-dessus, on est souvent en train de dire, ah oui, les chants hawaïens ou les Maoris, quand ils font leur déclamation, voilà, c'est bien. Sauf que c'est de la récitation par cœur. Moi, j'ai souvent été confronté, notamment en Nouvelle-Zélande, où ils faisaient comment on appelle, des oreros d'accueil. Ben, c'était le même partout, quasiment, où on passait. Et eux étaient surpris parce que nous, notre délégation, partout où on passait, on adaptait et c'était jamais le même. Donc, au début, ils se moquaient un peu de nous parce que, voilà, mais après, ils se sont dit, il y a quand même quelque chose de différent. De différent, oui. Et c'est là où nous, on leur a expliqué, ben, on n'est pas sur le même terrain.
On n'est pas devant le même marais, on n'est pas devant la même tribu. Ah, Et justement, donc, on adapte ça. le orero au contexte, comme disait Oui, oui. Yere. en préparant cette émission, je me suis dit justement comment est-ce que l'on fait pour se préparer à un orero. Je me tourne vers toi, Tori. Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des entraînements en amont? Est-ce qu'avant de faire ta prestation, tu répètes ou justement, j'utilise des mots un petit peu différents, mais c'est au feeling et tu essaies de t'adapter en fonction de ce qui se passe? Alors, bon, bien évidemment, pour répondre à ta question, il y a de l'entraînement derrière. C'est sûr. Avant, par exemple, pour les galas, avec John, c'était tous les jours, je suis dans sa salle et je répète les oreros. Il est comme ça, il est à cheval dessus. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux que tu articules comme ça, je veux que tu prononces comme ça. Mais on sait tous que John, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup. Et tu as toujours, en 7 ans, j'ai toujours eu droit, on va dire 2 minutes avant d'entrer sur scène. Bon, on va changer. Quand tu vas être là, il faudra que tu sois là parce que moi, je vais arriver là et elle va. C'était toujours comme ça. Si c'était pas ça, c'était ok. Quand tu vas dire ça, il y a les Rohipé qui vont arriver comme ça. Donc, Improvisation, on finalement. va dire que moi, j'ai toujours fait avec le feeling. Mais bien évidemment, il y a de l'entraînement par derrière, oui. Et tout ce que l'on vient de dire, finalement, m'a fait penser, encore une fois en préparation de cette émission, au orero de Reto Tumaré, de Tuboué, qui est en 2015, disait Eyaoti ti amei oe muaya ou, donc tu te lèves devant moi, maite prawe ma ohi oe, en revendiquant ton appartenance polynésienne, far o meina, et enete ma ohi te mahoira. Donc il disait, écoute-moi bien, tu n'es pas un Maori, tu es un Mahoy en tahitien, une imitation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, comme tu disais, Hiremoana, que de l'accueil dans ces oreros. Ça peut aussi arriver, Hire, de pouvoir piquer, de pouvoir provoquer l'assemblée. Ça revient à avoir la typologie des oreros. Il y a différents types de textes, différentes intentions. Et donc, il y a les ateni, il y a les paripari, les atara. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que comme M. Toumara s'est exprimé, il a envie d'haranguer la foule, il a envie de défier, et c'était aussi le rôle des Rauti Tamae à l'époque, qui devaient provoquer des conseils de guerre ou vanter les mérites de leur tribu par rapport à d'autres et amener à faire capituler la tribu adverse, quoi. Donc, effectivement, dans le Atara, les termes sont plus polémiques, plus choquants, il y a de l'agressivité aussi dans l'intonation. Et effectivement, ça fait partie des variétés qu'on peut trouver dans la forme du orero. Là, c'était presque même hautain dans la manière dont il le disait, dont il le disait. Far oh maina, tu vois. Il était vraiment dans la provocation. C'est là aussi où les oreros sont bons. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a souvent des oreros qui sont déclamés un peu comme les pasteurs protestants. Parler. Un peu comme ça. Voilà. Désolé pour. Même finalement. Alors qu'un bon orero, c'est celui qui va savoir, je ne sais pas comment on dit en français, mais toma. Oui, et puis surtout donner la bonne aussi intonation. Okay. Le rythme. Et c'est aussi un acteur. Un comédien finalement sur scène aussi. Sur un des oreros que j'ai pu faire au Heiva, je crois que c'était un des derniers Heiva que j'ai fait avec Maëva, je devais rentrer en pleurant. Donc, Coco voulait absolument que je pleure de toutes mes larmes, donc je ne savais pas comment faire. Mais comment on fait justement? Du coup, tu fais le coup de l'oignon. Voilà, tu fais le coup de l'oignon. Après, tu gères ça. Mais le plus beau compliment que l'on m'ait fait, c'est plusieurs personnes qui sont venues me dire « Tu nous as fait pleurer ». Parce que là, ça veut dire que le orero et le jeu d'acteur étaient justes. Quand ils sont des gens comme Marius Rapoto ou voilà, comme Michel de Chazot même, qui sont venus me dire « Mais tu nous as fait pleurer ». Quoi. Donc, c'est pas... là, si dans ce orero-là, je ne me rappelle pas de celui-là, mais s'il l'a provoqué, s'il a touché les gens par ses paroles, mais aussi par son intonation et son jeu de scène,
ça veut dire que le gars, il a été bon. Et une autre chose que j'ai trouvé impressionnant, c'était justement en tahitien, maoi, mahoi. Donc il y a un petit rapprochement entre les deux mots. C'est un jeu de mots, littéralement. Je savais pas que c'était possible, Minos. C'est des choses qui se font habituellement? Ben, franchement, moi, Mahoy, j'en ai jamais dit. Ok. Hein, je ne l'ai jamais employé, je veux dire. Hein. C'est juste que moi, avec Mahoy, je reste juste ferme dans la forme où tu es Mahoy, il faut que tu le prouves. Mais maintenant, je ne vais pas l'utiliser Mahoy, imitation, tu es un imitateur. Non, mais je veux dire, si tu es Mahoy, prouve-le-moi. Et du coup, bon, la base, c'est la langue, quand même, aussi quelque part. La langue, c'est ça. Alors, au-delà de cette langue, le orero est surtout là pour pouvoir transmettre finalement. Transmettre quoi? Un message, des valeurs. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, Riki, dans ce orero? Qu'est-ce que tu aimes le plus transmettre, justement? L'émotion. L'émotion, parce que je reviens sur ce que Herimwana a dit tout à l'heure. Le orero, nous sommes des acteurs. Nous sommes acteurs, par exemple, pareil... John, par exemple, du haut de ses 78 ans, on lui dit, quand tu fais ton orero, est-ce que tu peux pleurer? Bon, déjà, c'était un peu dur de dire à John ce qu'il devait faire. Mais on avait essayé une année, on avait essayé de lui faire comprendre que est-ce qu'il pouvait pleurer pour voir s'il en était capable. Eh ben, il a dit, si vous voulez, je vous le fais tout de suite. Il a baissé sa tête. 2 secondes après, il relève sa tête. Il pleure. Donc, c'est l'émotion. C'est l'émotion que moi, j'aime plus transmettre dans le orero. Je ne sais pas si vous, mais moi, c'est beaucoup plus l'émotion. Et ça, j'ai appris avec sa femme, Christine Bennett. Par exemple, la sensibilité. Qu'il faut aller chercher à l'intérieur de toi, la sensibilité. Et moi, c'est ce que j'aime dans le orero, c'est la sensibilité et l'émotion. J'ai l'impression finalement que le orero, que tout le monde voit comme juste un, excusez-moi des termes, hein, mais juste un poème qui est récité, finalement c'est beaucoup plus. On a de la comédie, on a de l'émotion. Et même en 2012, je suis tombé sur un article qui voyait le orero comme une arme contre l'illettrisme. Bah, faut bien l'avouer, le orero a beaucoup plus de facettes qu'un simple poème, Vehire. Oui, tout à fait. Et le orero n'est pas qu'un poème. Hein. Il peut être aussi, comme on l'a vu, un texte polémique. Hein, donc, il n'y a pas forcément de jeu sur les sonorités ou de volonté de faire l'éloge de la personne, de son interlocuteur. Et donc, effectivement, tu parlais de cette recherche des mots. Des mots, bien sûr qu'il faut maîtriser la langue tahitienne, si on parle de orero en tahitien, hein. Et si on n'est pas capable de s'exprimer correctement en tahitien et couramment, on sera incapable d'improviser. On sera incapable d'improviser. Et les Polynésiens les orateurs étaient justement des initiés. Ils allaient à l'école, ils apprenaient les généalogies, la toponymie, hein, qu'on retrouve dans les Pari-Pari fénois. Et donc, tout ce savoir-là qui était finalement ingurgité, ils le transmettaient. Et je pense que la volonté qu'a eu, le ministère de l'Éducation, les professeurs, les enseignants, de réinsuffler, on va dire, le orero à l'école primaire, c'était dans ce but aussi. C'est-à-dire de réconcilier l'enfant très tôt avec sa culture, sa langue, faire en sorte qu'il puisse la manipuler plus tôt. Pas comme certaines personnes, par exemple comme moi, qui l'ont manipulé au lycée où on enseignait le tahitien à l'école. Plutôt dans le lycée. Ah oui. Plutôt même au berceau, hein, donc tous ceux qui ont vécu avec des parents locuteurs ont plus de chances de parler en tahitien que des personnes qui l'ont appris au lycée. C'est sûr. Les amis, on pourrait parler pendant encore des heures du orero, mais on est déjà sur la fin de l'émission. Alors, histoire, légende, généalogie, provocation, émotion, ce sont plein de choses que les orero peuvent transmettre. Alors, peut-être qu'on peut se rapprocher de nos invités pour en apprendre un peu plus. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir parlé
de l'art de déclamer. Nous les amis, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez revoir nos émissions, n'hésitez pas à aller sur TNTV Replay ou sur YouTube tout simplement. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotato farerir a trahoma parhean.